voici le théorème central limite de manière plus générale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous donne juste ici l'énoncé que vous connaissez. Vous êtes forcément, les élèves le connaissent aussi, mais que dans le cas de la Bernoulli. Mais bien sûr, ils se généralisent. Les x ne sont pas forcément des Bernoulli. Il suffit que les x soient de même loi et qu'elles soient indépendantes. Ça, c'est important. L'indépendance c'est important. Il y a des choses qui se font quand il n'y a pas d'indépendance, mais qui sont assez compliquées. Et puis, dès que les x sont une variance, alors on a le théorème central limite qui nous dit que quand on prend, avec la vitesse racine de n ici, la moyenne empirique moins la vraie moyenne divisée par l'écart type, alors on converge vers une loi normale centrée réduite. Là, c'est ce qu'Hervé a fait tout à l'heure. Et j'avais fait la même chose, donc je vais passer assez vite. Une loi rouge qui est complètement opposée à la loi normale, et en bleu ou noir, disons, la loi normale qui sera associée à la même moyenne et à la même variance. Et on voit que dès que je commence à mélanger, à tirer deux individus au hasard dans cette loi rouge et à les mettre ensemble, soit je tombe sur deux individus qui étaient à gauche ici, soit deux individus qui étaient à droite, et donc ça n'arrange rien. Mais quand je tire par hasard un individu à gauche et un individu à droite, je vais me retrouver avec un individu moyen au milieu, et ainsi de suite. Et plus je tire, et plus je fais des moyennes d'individus qui vont se ressembler de plus en plus. J'en ai tiré que deux, donc il y a soit j'ai tiré deux comme ça, soit deux comme ça, soit l'un de là et l'un de là qui viennent me faire un espèce de nouvel individu au milieu, et ainsi de suite. Et les individus vont se mélanger de plus en plus, pour faire très rapidement, au bout de 30, une loi normale qui est un petit peu décalée ici. Mais je pense que c'est parce qu'on ne voit pas bien les queues de distribution. Je parle très rapidement aussi de l'approximation par loi normale, et ensuite je passe au test. Alors, on vient de voir que là, je me replace dans le cas classique du programme avec des Bernoulli. S sur n, c'est ma binomiale. Et on sait qu'on a une approximation par une loi normale. Et donc Dominique va en parler, je crois aussi, si je ne dis pas de bêtises. On dit souvent, bon, bah, dès que n est grand, allez, c'est proche d'une loi normale, et je dis que c'est la probabilité, c'est une loi normale. Donc il existe, là je fais un petit truc très rapide, juste pour vous dire qu'il existe des bornes qui ne sont pas forcément les meilleures, mais en tout cas qui permettent de dire, voilà, au moins on ne dépasse pas tel risque en approximant par une loi normale. Alors, voici une erreur d'approximation typique, où ici, grand U, c'est ma binomiale, moins P, etc., enfin, que j'ai normalisé ici. Donc la probabilité d'une binomiale normalisée par rapport à la probabilité d'une loi normale centrée réduite, en fait, c'est les fonctions de répartition, je regarde. La différence des fonctions de répartition, elle est uniformément bornée par cette borne ici. Ça ne dépend pas de U. Ce n'est pas la meilleure borne. Il en existe d'autres, mais disons que c'est la borne la plus simple que j'ai pu présenter ici. Alors, si on veut regarder un petit peu ce que ça donne, elle va dépendre de n, bien sûr. Pour n égale 10, quand je remplace la binomiale par une loi normale, je peux commettre la pire des erreurs que je puisse commettre. Hein. Alors, quand p vaut 0,5, eh ben, c'est 0,16. Et puis, quand p s'éloigne de 0,5, eh ben, c'est de pire en pire. Hein. Parce qu'elle est de moins en moins symétrique, la binomiale, et donc on peut se tromper de plus en plus par rapport à une loi symétrique comme la loi normale. Quand n vaut 30, quand n vaut 30, la borne diminue, et là je passe à n égale 100. Donc ça veut dire que quand n égale 100, on a quand même des bornes qui commencent à être un peu plus intéressantes. C'est-à-dire par exemple quand p vaut 0,5, au pire des cas, je me trompe de 0,05 quand je remplace une loi binomiale par une loi normale, en termes de probabilité. Bon. Pour finir sur la loi normale, parce que j'ai parlé de la binomiale, un peu de la normale, c'est quand même une loi très intéressante. Je disais tout à l'heure qu'il y avait quelques lois discrètes. En loi continue, c'est la loi la plus utile, je crois, enfin en statistique. Alors elle a des bonnes propriétés. Hein. Vous faites des affinités sur une loi normale, ça reste une loi normale. Vous faites des convolutions, des sommes de lois normales ou des différences de lois normales, ça reste des lois normales. Toujours sous l'hypothèse d'indépendance. Et à partir de la loi normale, là je ne m'étends pas du tout, hein, c'est juste pour vous le dire, ou vous le savez déjà. Des sommes de lois, une loi normale au carré, ça devient une qui 2. Un rapport d'une loi normale sur une qui 2 à la racine carrée, ça devient une student. Et le rapport de 2 qui 2, ça devient une Fisher. Et on est en train de créer à peu près toutes les lois statistiques qui sont utilisées pour les tests statistiques classiques. Donc à partir de la loi normale, on a construit toutes les lois qui dérivent la student et la Fisher. Je vais passer les intervalles de confiance, ne regardez pas, ça fait mal aux yeux. Voilà. Je passe enfin à ce dont je voulais vous parler. Donc c'est ça l'objectif final. Vous avez un individu
qui est sous surveillance. Et mettons qu'il a une opération. Et vous voulez savoir si le patient développe une infection ou pas. Et donc, il va falloir décider si vous pensez que la personne développe une infection, il va falloir faire des analyses complémentaires. Si vous pensez que tout va bien, ça ne sert à rien de faire des analyses supplémentaires. Donc, la personne est sous surveillance. Et ce qu'on va faire, c'est que c'est pas le bon truc, c'était bon, mettons toutes les 12 heures. J'avais changé, mais c'est pas grave. De manière plus rapprochée, mais mettons toutes les 12 heures, on fait un relevé de température. Et s'il y a une température, s'il y a une poussée de fièvre, s'il y a une température élevée, il peut y avoir infection ou non. Quand il y a infection, le risque de température, il y a des stylos ou pas? Je vais l'écrire parce qu'en fait, sinon, si vous ne vous rappelez pas, vous n'allez pas pouvoir faire l'exercice. Parce qu'en fait, c'est un exercice. Oui? Non, derrière toi, là. Non. Alors, si vous êtes malade, ce que je ne vous souhaite pas, si vous êtes malade, le risque d'avoir une poussée de fièvre, c'est de 1/4. C'est ça ou pas? C'est 1 sur 2, excusez-moi, merci. C'est 1 sur 2. Je n'ai pas encore fait l'exercice, je vais le faire avec vous, c'est pour ça. Et si vous êtes sain, le risque d'avoir une température, une poussée de fièvre, c'est 1 sur 4, c'est ça? Parce que quand même, vous avez une opération, donc vous pouvez avoir une réaction. Mais ce n'est pas une infection, c'est une réaction. Je ne suis pas médecin, mais j'essaie de faire croire à chaque fois que je me connais. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer si un individu a une poussée de fièvre ou pas toutes les 12 heures. Et à chaque fois, il va falloir décider si l'individu, s'il faut faire des examens supplémentaires ou pas. Donc ce qu'on voit ici, c'est que il va falloir décider si vous êtes malade ou pas malade, suivant que vous avez de la température ou pas de la température. Et il y a deux choses qu'il faut bien voir, c'est que soit vous allez être, soit c'est bien, vous avez bien décidé, vous n'étiez pas malade, j'ai dit que vous n'étiez pas malade, c'est parfait, ou bien vous étiez malade, j'ai dit que vous étiez malade, c'est parfait aussi. Et ensuite, les risques qu'il faut voir, c'est d'avoir un faux positif, c'est-à-dire, vous êtes malade, j'ai pensé que vous étiez malade, mais vous ne l'étiez pas. Là, vous êtes un faux positif, ou bien les faux négatifs, je ne pensais pas que vous étiez malade, malheureusement, vous l'étiez. Ça, c'est ce qui peut être embêtant, en fait. Mais ce qui peut arriver. Alors, donc c'est ça les risques qu'on va prendre quand on fait un test, en fait. C'est se dire, si on ne se trompe pas, c'est parfait. Si on se trompe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux laisser un taux de faux positif important, ou bien il vaut mieux laisser un taux de faux négatif important. Ben là, dans l'exemple, on voit bien que être un faux négatif, ça peut être embêtant. Parce que vous êtes malade, je ne m'en suis pas aperçu, et vous risquez d'avoir des complications. Mais parfois, c'est le coût d'une analyse supplémentaire est tel qu'on prend un risque de laisser passer un faux négatif. Bon. Alors, deux cas sont envisageables. Donc, l'individu est malade, avec une probabilité 1,5, il peut avoir de la température. Il est sain, avec une probabilité 1/4, c'est ce que j'ai écrit là. Il m'a fallu un transparent entier pour le mettre. Alors, on va donc supposer qu'on a observé n fois l'individu, donc n température, et puis le médecin arrive et vous avez pris n fois la température de l'individu. Et vous devez décider, vous êtes médecin, vous devez décider s'il y a un risque ou pas. Donc, là c'est encore une redite, mais c'est comme ça, vous allez tout vous en souvenir par cœur. La probabilité d'avoir de la température, c'est donc 1,5 si on est malade, 1/4 si on est sain. Je vais poser deux hypothèses. A0, c'est que P, en fait, c'est 1,5, c'est-à-dire qu'on est en présence d'un malade. Et puis l'hypothèse H1, c'est qu'on est en présence d'un individu sain. Et en réalité, ce qu'on va observer, puisqu'on observe n fois les relevés de température, c'est des successions de Bernoulli. Des successions de Bernoulli, soit d'un individu malade, dans ce cas-là, c'est une Bernoulli de paramètre 1,5, soit une succession de Bernoulli d'un individu sain, et dans ce cas-là, c'est une succession de Bernoulli 1/4. Merci. Je suis exprès, c'est pédagogique, hein, moi je connais par cœur, mais c'est pour vous. Alors, imaginons qu'on ait fait 10 relevés. Voici ce qu'on pourrait voir, puisque finalement je vais faire la somme du nombre de fois où l'individu a eu de la température. C'est ça, peu importe de savoir que c'était la première fois. On pourrait dire, c'est important de savoir si c'est la première fois ou la deuxième fois. Je vais faire des hypothèses très simples. Il y a indépendance,
il a toujours la même probabilité quand vous êtes malade, vous avez toujours une chance sur deux d'avoir de la température. Même si vous en avez vu avant, il y a une absence de mémoire. Et donc on va faire des hypothèses de ce genre-là, et c'est pas plus important d'avoir au début qu'à la fin. Donc on va juste regarder la somme des températures, la somme du nombre de fois où vous avez de la température. C'est une binomiale de paramètres soit un demi, soit un quart. À gauche, c'est les malades, et voici la binomiale. À droite, c'est les sains, et voici la binomiale. Et d'après ce qu'on va observer, nous, alors ça c'est ce qui arriverait, et nous on va observer une seule réalisation d'une binomiale, et à partir de cette réalisation, on doit décider si ça vient de la gauche ou si ça vient de la droite. Si j'avais eu 100 relevés, j'avais ceci, d'accord, etc. Alors, j'ai 10 observations. Voici ce qui se passe si l'individu est malade. C'est une binomiale de paramètres 2 et 10. On s'aperçoit que si l'individu est malade, la probabilité qu'il n'ait jamais eu de température, c'est 0,001. C'est assez faible. Excusez-moi. Donc, bien sûr, si on s'aperçoit qu'il n'a jamais eu de température, vous allez décider qu'il n'est pas malade. Peut-être j'aurais dû vous laisser répondre. Je reviens en arrière. Si l'individu est malade, la chance qu'il n'ait jamais eu de température, ou la malchance plutôt, c'est 0,001. Donc, s'il n'a jamais eu de température, vous allez décider qu'il est pas malade. Je suis dans le mauvais sens. Voilà. Vous pouvez vous tromper quand même, mais avec une chance infime. Enfin, infime. Un risque. Voilà, un risque, merci. De 0,001. On peut se dire qu'on peut aller un peu plus loin. Peut-être qu'on peut aller jusqu'à 1, voire 2. En fait, un individu qui est malade, la probabilité qu'il ait moins de 2, alors strictement moins de 3 points de température, c'est à peu près 5%. Il suffit de faire le calcul d'une binomiale de paramètres 1,5 et 10. On tombe sur les 5% classiques de risque qu'on peut prendre en rejetant l'hypothèse Agéro. Donc pourquoi pas finalement se dire que, mais c'est à vous de choisir, hein, enfin, ou à moi, ou plutôt à quelqu'un d'autre, mais ce que je veux dire, c'est que là on a un risque de 5% par exemple. Si notre règle de décision c'est s'apercevoir qu'il est moins de 2 fois de la température, ou 2 fois de la température, je peux dire qu'il n'est pas malade, et je peux me tromper donc 5 fois sur 100. Donc on va prendre ça comme règle. Et vous avez vu que j'ai privilégié le fait je contrôle ici, il faut bien voir ici que je contrôle le risque de me tromper en disant qu'il n'est pas malade. Je contrôle ce risque-là. Parce que c'est moi qui ai choisi 0, 1, 2. J'aurais pu m'arrêter à 0 tout à l'heure. Je me trompais pratiquement jamais. Je vais jusqu'à 2. Une fois que j'ai fixé ça comme règle de décision, je sais exactement ici que je pourrais me tromper 5 fois sur 100 si l'individu est malade. Maintenant, si l'individu n'est pas malade, ma règle de décision n'a pas changé, parce que je ne peux pas changer à chaque fois, parce que je ne sais pas s'il est malade ou pas malade, évidemment. Sinon, je ne ferais pas tout ça. Donc, si l'individu est sain, ma règle de décision reste la même, évidemment. Mais par contre, il vient d'un scénario différent, puisqu'il est sain. Quel est le risque alors de se tromper? C'est-à-dire que, là, il faut que je me trompe. J'ai accepté Agéro, j'ai dit qu'il était malade. C'est donc que j'ai observé plus que 2 pics strictement de température. Pourtant, il n'était pas malade. Calculons ce risque. C'est bon? Je crois que j'ai été clair pour une fois. Là, j'ai dit une phrase qui n'était pas mauvaise. Donc je passe juste à la suite tout de suite. Hop. Là, cette fois-ci, je suis sous l'hypothèse que l'individu est sain. S'il était sain, je garde bien sûr ma règle de décision de tout à l'heure, je n'ai pas le droit de changer. J'ai décidé que si j'observais 3, 4 jusqu'à 10, mais on ne voit pas le 10, mais pas grave. C'est infime, on est à 10. S'il observait plus de 3 pics de température, je décide qu'il est malade. Pourtant, là, je suis pour un individu sain. Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver 70 fois sur 100. 71 fois sur 100. Donc, quand l'individu est sain, 71 fois sur 100, je l'enverrai faire des examens complémentaires parce qu'il a le comportement de 95% des individus malades. Voilà. Donc, je prendrai un risque de me tromper quand l'individu est sain. Le risque global, je peux calculer ensuite. Le risque global, c'est me tromper quand l'individu est malade. Ça, je le connais, c'est 5%. Et me tromper quand l'individu est sain, c'est 71%. Et puis ensuite, il faut la probabilité que l'individu, au départ, soit malade et la probabilité que l'individu, au départ, soit sain. Et là, je vais noter petit q cette probabilité. C'est-à-dire que les médecins savent bien, qu'il y a une infection, par exemple, une fois sur 1000, ou une fois sur 100, ou une fois sur etc.
Donc l'erreur globale, ici, et vous allez voir que ce n'est pas intéressant l'erreur globale. C'est pour ça qu'on privilégie le risque de faux positif ou de faux négatif au départ. L'erreur globale Q, si elle est très petite, par exemple 0,1, Q c'est quoi? Q c'est la probabilité d'être malade, merci. Eh bien l'erreur globale sera de 64%. Ce qui est beaucoup. Mais ce qui est normal parce que voilà, il n'y a que 10% de malades. Or, on se trompe énormément sur les non-malades et il y a beaucoup de non-malades. Mais souvent, c'est ça. Dans une maladie qui n'est pas trop fréquente, il faut espérer qu'il n'y a pas plus de 10% d'infection. Imaginez si elle avait Q encore plus petit, notre test serait assez mauvais. Parce que la plupart du temps, on applique le test sur des individus qui sont sains et on se trompe 71 fois sur 100 pour eux. Donc, ce n'est pas l'erreur globale qu'il faut regarder. C'est plutôt le risque qu'on a vu tout à l'heure de 5% par exemple. En se disant, c'est pas grave, l'individu, je vais faire un examen supplémentaire, mais on sera bien obligé de passer par un taux de faux négatif ou de faux positif. Vous voulez que je revienne sur un truc? C'était bon quoi? Ça explique le trou de la sécu. Je suis pas sûr. Non, en effet, ensuite, parfois, il y a des examens qui seraient peut-être pas utiles, mais non, mais les gens, il y a un principe je sais pas si c'est le principe de précaution, mais enfin, il faut. Voilà, je crois que c'est. Alors ensuite, ce qui est intéressant à faire pour les élèves, si j'ai encore 2 minutes, mais je crois pas. Et si, j'ai encore exactement 1 minute, c'est de le faire avec un seul relevé de température. Ce qui est là assez évident en fait. Vous avez une seule relevée de température au bout de 12 heures et le médecin arrive. Est-ce qu'il a la température? Oui. Ben, vous avez décidé qu'il est malade. Non, vous avez décidé qu'il n'est pas malade. Et avec la règle là, avec ça, vous pouvez tout de suite voir l'erreur. Hein? Si l'individu est malade, eh ben, vous êtes trompé 1 fois sur 2. Si l'individu est sain, vous êtes trompé 1 fois sur 4. Donc même en observant une seule fois de la température, sachant que les deux peuvent avoir la température, il vaut mieux faire une règle de décision, prenant en compte le modèle, que de dire, bon, bah, de toute façon, tout le monde va refaire un contrôle de rappel.